Bonjour et bienvenue dans notre exploration approfondie d'aujourd'hui. On va s'intéresser au pouvoir transformateur de l'apprentissage des langues. Notre point de départ, c'est un texte assez éclairant qui s'intitule justement « Le pouvoir transformateur de l'apprentissage des langues ». Et notre mission, si on peut dire, c'est de creuser un peu plus loin que les bénéfices habituels qu'on mentionne souvent. On va regarder ça sous plusieurs angles, cognitifs bien sûr, mais aussi culturels, social et même professionnels. Alors, prêt à décortiquer tout ça? Tout à fait. C'est un sujet passionnant avec des implications vraiment profondes. Commençons par le commencement, si je puis dire, le cerveau. Le texte suggère que apprendre une langue, ce n'est pas juste un exercice de mémoire. Alors, qu'est-ce qui ressort de particulièrement marquant sur ce plan cognitif d'après la source? Mais ce qui est vraiment frappant, et le texte le met bien en lumière, c'est l'impact sur ce qu'on appelle le contrôle exécutif. Le contrôle exécutif. Oui, c'est cette compétence mentale essentielle qui nous permet de jongler entre différentes tâches, de rester concentré sur un objectif, et surtout de filtrer les informations qui ne sont pas pertinentes, les distractions. D'accord, je vois. La capacité à gérer son attention, en quelque sorte. C'est ça. Et les recherches qui sont citées dans le texte, notamment celles de Bialystok et son équipe, elles montrent assez clairement que les personnes bilingues ou multilingues ont souvent un meilleur contrôle exécutif. Comment ça s'explique ce lien ? En fait, quand on apprend et utilise une autre langue, le cerveau est constamment obligé de gérer deux systèmes linguistiques en parallèle, parfois avec des règles qui entrent en conflit. Il doit choisir le bon mot, la bonne structure, inhiber l'autre langue. Oui, il doit constamment jongler, sélectionner. Exactement. Et cette gymnastique mentale permanente, eh bien, ça renforce les circuits neuronaux responsables de ce contrôle. Ça développe une agilité mentale, une flexibilité cognitive assez remarquable. Donc on est loin de la simple mémorisation de vocabulaire. C'est une vraie restructuration, une amélioration de la plasticité cérébrale, comme le dit le texte. Tout à fait. La plasticité, c'est cette capacité du cerveau à s'adapter, à se réorganiser en fonction des expériences. Et apprendre une langue, c'est une expérience extrêmement riche qui stimule cette plasticité tout au long de la vie. Ça aide aussi à développer la pensée critique d'ailleurs. La pensée critique, comment ça ? Chaque langue découpe le monde différemment, a sa propre logique, ses propres structures. Pensez au ton en mandarin ou aux genres grammaticaux en français ou en allemand. Comprendre et utiliser ces systèmes demande une analyse constante, une adaptation. Ça cultive un esprit qui est à la fois plus discipliné dans l'application des règles, mais aussi plus flexible pour passer d'un système à l'autre. C'est fascinant. On voit bien l'impact direct sur notre façon d'aborder des défis intellectuels, potentiellement avec plus d'aisance. Absolument, avec plus de confiance aussi peut-être. Alors, si on quitte le domaine purement cognitif, comment ce pouvoir se manifeste-t-il sur le plan culturel ? Le texte parle d'une clé. Oui, une clé qui ouvre les portes d'une culture. C'est une très belle image. La source insiste sur l'accès à ce qu'elle nomme le capital culturel d'une société. Le capital culturel, c'est-à-dire tout ce qui constitue la richesse immatérielle d'une culture. Sa littérature, sa musique, son cinéma, ses traditions, ses modes de pensée, son humour même. Maîtriser la langue, c'est accéder à tout ça de manière beaucoup plus directe, plus intime. Là, ça devient vraiment intéressant, parce que ça va au-delà de juste pouvoir commander un café ou demander son chemin. Bien sûr. L'exemple de l'espagnol est parlant. Pouvoir lire Gabriel García Márquez dans le texte original, c'est saisir des nuances, une musicalité, une profondeur qui se perdent forcément, même dans la meilleure traduction. C'est pareil pour comprendre les subtilités d'un film de Pedro Almodóvar ou ressentir le rythme et les paroles d'une chanson de salsa. On touche à l'âme de la culture, en quelque sorte. C'est exactement ça. Et cette immersion, cette compréhension de l'intérieur, ça favorise quelque chose de très important aujourd'hui. L'empathie et la compréhension interculturelle. Comprendre une autre langue, c'est commencer à comprendre une autre vision du monde. Et ça a des implications qui dépassent le simple plaisir personnel, j'imagine. Le texte évoque le soft power. Oui. Le soft power, ce pouvoir d'influence qui ne repose pas sur la contrainte, mais sur l'attraction culturelle, sur la séduction des idées. Maîtriser une langue étrangère, surtout une langue d'influence, ça confère une forme de ce pouvoir. Prenons l'exemple donné, un professionnel qui négocie à Tokyo. S'il parle japonais, même modestement, il montre un respect et un intérêt qui va au-delà du business. Il établit une connexion différente, gagne en crédibilité et en capital sympathie. C'est subtil mais puissant. Donc, la langue comme un pont culturel, mais aussi comme un levier d'influence douce. C'est une dimension importante. Et si on relie ça à une vision plus large,
On voit bien le rôle crucial de la langue dans la construction de ponts entre les peuples, dans la diplomatie culturelle, dans la réduction des malentendus. Apprendre la langue de l'autre, c'est faire un pas vers lui. Absolument. Et cette idée de connexion nous amène naturellement au pouvoir social de la langue. Comment la source décrit-elle ce rôle? Est-ce principalement un outil d'intégration? Oui, c'est un aspect central souligné par le texte. Pour les personnes immigrées, par exemple, maîtriser la langue du pays d'accueil, c'est absolument fondamental. Fondamental pour quoi faire, concrètement? Pour tout, en fait. Pour naviguer dans la vie quotidienne, bien sûr, mais aussi pour comprendre et accéder aux services publics, à la santé, à l'éducation. C'est crucial pour connaître ses droits, pouvoir les défendre, comprendre ses devoirs aussi. Et puis pour participer pleinement à la vie civique, sociale, culturelle. C'est vraiment un facteur clé d'inclusion. Sans la langue, on reste en marge, en quelque sorte. Exactement. On peut se sentir isolé, incompris et avoir du mal à tisser des liens sociaux forts. La langue partagée crée un sentiment d'appartenance. Le texte mentionne aussi l'inverse, chaque fois. Apprendre une langue minoritaire. Oui, et c'est un point très intéressant. Apprendre une langue minoritaire ou régionale, qui est peut-être moins utile économiquement à première vue, ça peut être un acte militant, un acte puissant de soutien à la préservation de cette langue et de la culture qu'elle porte. C'est une façon de reconnaître la valeur de cette communauté, de contribuer à sa vitalité. Donc, un outil d'inclusion pour certains et un outil de préservation et de reconnaissance pour d'autres. Et dans le domaine de l'éducation ou de l'engagement citoyen mondial, Là aussi, la langue est clé. Le texte suggère que pour s'engager efficacement sur des enjeux mondiaux, parler les langues concernées est un atout majeur. Par exemple, apprendre l'arabe pour travailler avec des populations réfugiées du Moyen-Orient ou le mandarin pour collaborer sur des projets de développement durable avec la Chine. Ça permet une communication directe, une meilleure compréhension des contextes locaux. ça soulève effectivement une question importante sur la manière dont la langue peut faciliter ou, au contraire, entraver la participation sociale à différents niveaux. Tout à fait. La barrière de la langue reste un obstacle majeur à l'égalité des chances et à la pleine participation. Et ça nous conduit logiquement au dernier domaine, le pouvoir professionnel. Dans notre monde de plus en plus globalisé, on imagine bien que parler plusieurs langues est un atout. Qu'est-ce que la source met en avant de spécifique à ce niveau? Alors, oui, l'avantage est souvent présenté comme évident, pouvoir communiquer avec plus de clients, de partenaires, de collègues à l'international. C'est vrai, bien sûr, notamment dans des secteurs comme le commerce international, la diplomatie, le tourisme, la tech. L'exemple de l'ingénieur logiciel bilingue qui gère des équipes internationales est assez parlant. Oui, ça illustre bien la dimension opérationnelle, mais le test va un peu plus loin. Il rapporte que les employeurs, selon des organismes comme l'ACT-TFL aux États-Unis, ne recherchent pas seulement la compétence linguistique brute. Qu'est-ce qu'ils recherchent d'autre alors ? Il valorise énormément la compétence interculturelle qui va souvent de pair avec le bilinguisme. La capacité à comprendre différentes manières de travailler, à naviguer dans des contextes culturels variés, à éviter les impairs. Ça, c'est de plus en plus précieux. Une sorte de savoir-être international, en plus du savoir-faire linguistique. Exactement. Et puis il y a des études, comme celle mentionnée par The Economist, qui suggèrent même un avantage salarial. Aux États-Unis, par exemple, être bilingue pourrait se traduire par un salaire environ 4% plus élevé, en moyenne. Ah oui, quand même. Ce n'est pas négligeable. Non. Mais au-delà de ces aspects tangibles, il y a quelque chose de plus subtil que la source effleure et qui me semble très important. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'impact du processus même d'apprendre une langue sur le développement de compétences transversales. Apprendre une langue étrangère, ça demande du temps, de la discipline, de la patience. Ça demande de surmonter des difficultés, des frustrations. Oui, ce n'est pas toujours facile. Non, loin de là. Et donc, ce processus cultive des qualités comme la persévérance, la résilience face à l'échec, la capacité à résoudre des problèmes complexes, l'adaptabilité. Et toutes ces compétences-là, elles sont extrêmement transférables et très recherchées sur le marché du travail, quel que soit le secteur. Donc apprendre une langue, c'est si apprendre à apprendre. Et développer des qualités personnelles précieuses pour une carrière. C'est une perspective intéressante. Tout à fait. C'est un investissement sur soi qui va bien au-delà de la seule compétence linguistique. Tous ces bénéfices sont vraiment impressionnants, sur tous les plans. Cognitif, culturel, social, professionnel, on voit bien le potentiel transformateur. Mais la source semble aussi nous rappeler que tout n'est pas si simple. Il y a des défis, des responsabilités. Oui, absolument. Le texte aborde cette question, même si c'est plus brièvement. Il souligne d'abord qu'il existe de fortes inégalités d'accès à l'apprentissage des langues. Des inégalités ? C'est-à-dire ?
Tout le monde ne dispose pas des mêmes ressources financières pour prendre des cours, acheter des matériaux, voyager. Tout le monde n'a pas non plus le même temps disponible ou le même environnement familial ou scolaire favorable à cet apprentissage. Les systèmes éducatifs eux-mêmes n'offrent pas toujours les mêmes opportunités à tous. Donc ce pouvoir linguistique risque de ne pas être distribué équitablement. C'est un risque réel, oui. Que l'apprentissage des langues, au lieu d'être un facteur d'égalité, vienne en fait creuser des écarts socio-économiques déjà existants. C'est une préoccupation importante. Et au-delà de l'accès, il y a une question d'éthique mentionnée dans la source. Oui, une dimension éthique cruciale. Apprendre une langue, ce n'est pas juste acquérir un outil technique. C'est entrer en contact avec une culture, une histoire, une communauté. Le texte insiste sur la nécessité d'aborder cet apprentissage avec humilité, avec respect. Qu'est-ce que ça implique concrètement, cette humilité ? Ça implique de ne pas voir la langue comme une simple marchandise ou un trophée, d'éviter une utilisation superficielle ou pire, une forme d'appropriation culturelle qui ignorerait le contexte, les sensibilités, l'histoire parfois douloureuse associée à certaines langues. Il faut être conscient du pouvoir que confère la langue et l'utiliser de manière responsable et respectueuse. C'est un rappel important. Le pouvoir implique la responsabilité. Exactement. Bon alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ce qu'on a exploré à partir de notre source, il en ressort que l'apprentissage d'une langue est bien plus qu'une compétence utile. C'est une source de pouvoir, un pouvoir vraiment multidimensionnel. Un pouvoir cognitif, qui rend notre esprit plus agile et résistant. Un pouvoir culturel, qui nous ouvre les portes d'autres mondes et favorise l'empathie. Un pouvoir social, qui facilite l'inclusion et la participation. Et un pouvoir professionnel, qui améliore nos perspectives de carrière et développe des compétences clés. En bref, ça peut réellement nous transformer en tant qu'individus et potentiellement transformer nos sociétés. Mais comme on vient de le dire, cette quête de pouvoir linguistique doit s'accompagner d'une conscience des inégalités d'accès et d'une démarche éthique respectueuse. Tout à fait. C'est une excellente synthèse. Et ça nous laisse peut-être avec une question fondamentale, une réflexion pour aller plus loin, qui est soulevée implicitement par tout cela. Oui, laquelle ? Si la maîtrise d'une langue est effectivement une source de pouvoir si importante, à la fois pour l'individu et pour la collectivité, comment nos systèmes éducatifs, nos politiques publiques, nos sociétés en général pourraient-ils mieux œuvrer pour garantir un accès plus juste, plus équitable à cet apprentissage ? Comment faire en sorte que ce formidable outil de développement personnel et de compréhension mutuelle ne devienne pas, paradoxalement, un facteur supplémentaire d'inégalité ou de division ? C'est, je crois, un véritable enjeu pour l'avenir. Une question essentielle, en effet, qui mérite réflexion. Merci pour cet éclairage très riche. Merci de nous avoir rejoints. Si cette exploration vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager avec vos amis.